c'est mon idée, a-t-elle crié en tentant de gâcher ma vie, jusqu'à ce que je l'expose enfin et que sa jalousie profonde dévoile son désir caché de détruire tout ce qui m'appartient. Je m'appelle Amélie, j'ai 20 ans, et depuis aussi loin que je me souvienne, la jalousie a toujours dormi quelque part dans notre maison, pas la mienne, celle d'Élise. Ma cousine, de 5 ans mon aînée, est arrivée chez nous quand j'avais 10 ans, fuyant des tensions familiales dans une petite ville du Nord. Ma mère disait qu'elle avait besoin d'un foyer, d'un peu de stabilité. Moi, je pensais naïvement que j'allais gagner une grande sœur. J'ai vite compris que j'avais surtout gagné un juge. Dès les premiers jours, Élise s'est installée comme si la maison lui appartenait. Lors des fêtes scolaires, elle se glissait devant moi, me coupait la parole et lançait bien fort que je n'étais personne, juste pour s'assurer que tout le monde l'entende. Elle s'habillait mieux, parlait plus fort, prenait toute la place. À l'école, elle murmurait aux autres que je n'avais rien de spécial, que j'étais transparente, et je finissais par le croire. Je portais des vêtements trop larges, je baissais la tête, j'essayais simplement d'exister le moins possible. Elle, en revanche, souriait comme si ma disparition progressive était un spectacle privé. J'étais invisible, elle y veillait. Petit à petit, comme si mon corps et ma tête s'étaient enfin accordés sur la même fréquence, j'ai commencé à sortir de l'ombre où Élise m'avait tenu des années. J'avais 17 ans quand j'ai terminé le lycée avec mention, presque étonné moi-même que réussir soit finalement si simple lorsque personne ne vous tire vers le bas. J'ai intégré des cours préparatoires exigeants, rencontré des amis qui n'avaient pas connu Élise et qui me voyaient telle que j'étais, pas telle qu'elle me décrivait. Pour la première fois, je respirais. Et Élise détestait ça. Elle disait que je copiais son style. Cette accusation serait presque comique si elle n'avait pas été répétée avec une telle conviction. Son style, c'était des hoodies trop grands, des crocs roses, des cheveux attachés à la va-vite, et une attitude oscillant entre paresse revendiquée et supériorité imaginaire. Moi, j'avais simplement décidé de prendre soin de moi, vêtements ajustés, couleurs douces, maquillage discret, rien de spectaculaire. Mais pour Élise, tout acte d'épanouissement personnel de ma part était une déclaration de guerre. Quand j'ai commencé à sortir avec Julien, mon premier vrai amour innocent, lui 18 ans, moi 17, elle est entrée dans une frénésie étrange. Elle l'observait quand il venait à la maison, avec ce regard évaluateur qu'elle réservait d'habitude aux vitrines des magasins. Un soir, j'ai surpris une conversation qu'elle croyait confidentielle, au téléphone, à peine étouffée derrière la porte du salon. Il va préférer moi. Regarde mes formes. La phrase résonnait comme une gifle. Julien m'a raconté plus tard qu'elle avait effectivement tenté de l'appeler, lui laissant un message lourd de sous-entendus. Il avait supprimé le numéro immédiatement, mais l'embarras m'avait brûlé pendant des semaines. Ma mère a fini par intervenir, un soir où Élise était allée trop loin. Je ne me rappelle plus exactement ce qui avait déclenché la dispute, peut-être une remarque sur ma tenue, peut-être un commentaire sur mes notes, mais je me souviens parfaitement de la voix tremblante de ma mère. Élise, assez. Tu n'as pas à la rabaisser comme ça. C'était la première fois que quelqu'un levait verbalement un bouclier pour moi. Élise avait haussé les épaules, comme si tout cela n'était qu'un caprice que je faisais, une sorte de comédie inutile. Mon père, lui, avait cette attitude vague, presque fataliste, qui résumait souvent sa position. Laissez-la tranquille. Mais il ne parlait pas d'Élise. Il parlait de moi. Comme si j'étais la source du conflit. Comme si ma simple existence déclenchait quelque chose chez elle, et que c'était à moi de me faire petite, encore et toujours, pour éviter que les flammes ne montent trop haut. La vérité, c'est que chaque fois que ma vie s'améliorait, Élise trouvait une manière de me ramener au sol. Un examen réussi? Elle insinuait que j'avais triché ou que les professeurs avaient de la peine pour moi. Un nouveau vêtement? Elle gloussait dans le couloir en disant que ça faisait cheap. Une amitié naissante? Elle se débrouillait pour être présente, trop présente, jusqu'à ce que mes amis se demandent pourquoi, exactement, une fille de 20 ans jouait les gardiennes territoriales dans ma vie. Ce qui me marquait le plus, ce n'était pas sa violence, elle était prévisible, mais la manière dont elle m'observait, parfois, quand elle croyait que je ne la voyais pas. Un regard dur, presque vide. Comme si mon bonheur était une provocation personnelle. Comme si toute amélioration en moi remettait en cause quelque chose en elle. Je l'ai compris plus tard, avec le recul, certaines personnes se construisent en marchant sur les autres. Si les autres se relèvent, elles paniquent. Parce qu'elles perdent soudain l'unique chose qui leur donnait une impression de hauteur. Alors quand ma vie avançait doucement, simplement, sans éclat, Élise s'empressait d'être le poids attaché à ma cheville.
Et chaque fois que je découvrais une once de confiance en moi, elle frappait. Pas physiquement, pas encore. Son arme, c'était la parole. La moquerie. Le dénigrement comme respiration naturelle. Et je me demandais, dans ces moments-là, si elle se rendait compte qu'elle me haïssait pour ce qu'elle aurait pu être, et non pour ce que j'étais réellement. À 19 ans, quand j'ai vu les 2 traits roses s'imprimer lentement sur le test, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Pas de panique, pas de regret, juste une étrange certitude. J'allais devenir mère. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise n'avait rien à voir avec ce que je devenais. Évidemment, cela ne lui convenait pas. Quand la nouvelle s'est répandue dans la famille, elle a saisi l'occasion comme une arme fraîchement polie. À qui voulait bien l'écouter, elle murmurait que je ne connaissais pas le père. Ou que, plusieurs garçons tournaient autour d'Amélie, tu sais comment elle est maintenant. Elle disait cela avec un ton faussement compatissant, comme quelqu'un qui prétend protéger un secret gênant. Le problème, c'est que personne ne la croyait. Ni ma mère, ni mes tantes, même pas mes grands-parents. À force d'avoir menti toute sa vie, elle avait fini par user le crédit que l'on accorde aux gens par réflexe. Alors elle a changé de stratégie. 2 semaines après que j'ai annoncé ma grossesse, Élise a annoncé la sienne. Je me souviens de la scène. Elle est arrivée dans le salon familial, le dos droit, les yeux brillants, tenant un test de grossesse encore dans son emballage. Moi aussi. Elle avait annoncé cela comme si c'était une victoire personnelle, une égalité qu'elle s'empressait déjà d'imaginer transformée en triomphe. Mais quelque chose sonnait faux. Je l'ai compris plus tard, quand j'ai calculé ses dates, quand j'ai remarqué qu'elle parlait toujours de symptômes qui correspondaient pile aux miens, mais avec 2 jours d'avance, comme si elle voulait être la première dans cette expérience-là aussi. Puis, en mars, elle a déclaré avoir fait une fausse couche. Je ne lui ai pas demandé si c'était vrai. Je savais qu'il n'y avait plus rien à sauver dans notre relation. J'ai simplement continué ma route, l'esprit silencieux. Mais pour elle, ma grossesse était une scène où elle voulait absolument apparaître. Toutes mes joies devenaient ses blessures. À chaque fois que je partageais un moment de douceur, une envie soudaine de fraise, un premier coup, un prénom auquel je pensais, elle pleurait à table en répétant. Ça aurait dû être moi. Les larmes coulaient, ma mère se raidissait, mon père soupirait, et toute la famille baissait les yeux dans une gêne glaciale. Moi, je restais droite, chaque larme d'Élise glissant sur moi comme la pluie sur une vitre. Je refusais qu'elle vole ma joie. Mais ce n'était rien comparé à ce qui arriva ensuite. Quand j'ai annoncé le prénom que j'avais choisi, Marine, en hommage à ma grand-mère maternelle, Élise a eu ce sourire crispé que je lui connaissais trop bien. Celui qui annonçait toujours une prochaine absurdité. Une semaine plus tard, elle est revenue avec un sac rose pâle qu'elle a posé sur la table sans un mot. Elle en a sorti une couverture brodée. Sur le tissu, en lettres bleu nuit, on pouvait lire. Marine. 01.09 date prévue. 13.03 date de ma fausse couche. Je me souviens du silence qui a suivi. Ma mère s'est figée. Mon père a blêmi. Élise, elle, avait l'air presque fière. Tu m'as volé ce prénom, a-t-elle déclaré d'un ton dramatique. Tu n'as aucun respect. Même mes douleurs, tu me les prends. J'étais trop stupéfaite pour parler. Marine était le nom de la mère de ma mère, morte avant ma naissance. Un prénom chargé d'histoire dans ma famille. Rien à voir avec Élise. Mais pour elle, tout, absolument tout, devait tourner autour d'elle. Même le deuil, même la maternité, même mes choix intimes. Elle a continué sur cette lancée pendant des mois. Elle ramenait des pyjamas, des biberons, des bodys, en disant d'une voix sucrée. J'espère que je ne te vole pas tes idées. Elle faisait exprès de choisir des objets que j'avais déjà achetés ou évoqués. Comme si ma grossesse n'était qu'un terrain de jeu, un concours où elle refusait d'arriver deuxième. Je ne disais rien. Parce que c'était la seule manière de garder intact ce qui comptait réellement, la paix autour de mon bébé à venir. Et surtout parce que, quelque part au fond de moi, je savais qu'Élise commençait à perdre le contrôle. Et que ce n'était que le début. Cette nuit-là, je dormais profondément, le ventre lourd, la respiration lente, quand un bruit brutal a traversé mes rêves, un claquement, suivi d'un rire étranglé. J'ai ouvert les yeux, mon cœur battant fort mais pas vite, un réflexe étrange que j'ai développé avec Élise, la peur n'arrivait jamais en urgence, elle se déposait doucement, comme un voile que je connaissais trop bien. Dans le couloir, la lumière était encore allumée. Mes parents regardaient un film au salon, incapables, je pense,
de trouver le sommeil depuis des semaines tant l'ambiance à la maison était devenue tendue. Puis j'ai entendu des pas irréguliers, lourds, inattendus. Élise. La porte de ma chambre a bougé sous une première tentative. Un cliquetis maladroit. Puis un deuxième. La poignée a tourné. Mais elle ne pouvait pas entrer, j'avais verrouillé la porte depuis sa fausse grossesse. Je ne faisais plus confiance au hasard. Puis, soudain, sa voix a explosé, un mélange de rage, d'alcool et d'autres choses, un tremblement étrange, comme si elle ne contrôlait plus rien. Tu vas voir. Je ne finirai jamais deuxième. Le dernier mot s'est brisé dans un rire nerveux. Elle a commencé à taper contre la porte. Pas pour entrer, mais pour me faire peur. Un rituel qu'elle a toujours pratiqué, même ivre, elle connaissait ses vieux outils. Je suis resté assise dans mon lit, immobile. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai enregistré. Pas pour me venger. Pas pour humilier. Juste pour arrêter de passer pour la paranoïaque de service. Il arrive un moment où prouver devient une forme d'autodéfense. J'ai envoyé la vidéo à mon père, qui l'a reçue dans la seconde. Moins d'une minute plus tard, j'ai entendu ses pas monter l'escalier rapide, plus rapide qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Mon père était sobre depuis des années, discipliné comme un mur, stable comme la mer en hiver. Je l'avais rarement vu sortir de ses limites. Il est arrivé en haut, et d'une voix qui ne souffrait aucune contradiction, il a dit. « Élise, on ne peut plus tolérer ton comportement. » Elle s'est figée. Je l'ai sentie sans la voir, comme si toute sa colère se rétractait d'un coup. « Si tu veux rester ici, tu dois entamer une thérapie. Sinon, tu pars. » Elle n'a pas répondu tout de suite. C'était la première fois qu'un adulte la plaçait face à une conséquence réelle. La première fois que quelqu'un la confrontait autrement qu'avec des soupirs fatigués. Elle a tenté un sourire, une justification, quelque chose comme. C'est pas ce que tu crois, je. Mais son souffle sentait l'alcool, sa voix tremblait, et le mensonge mourait déjà sur ses lèvres. Ma mère est montée à son tour. Elle avait les yeux brillants de déception, pas de colère. Elle a regardé Élise comme on regarde quelqu'un qu'on a trop longtemps aidé à se tenir debout. On t'a hébergé, Élise. On t'a nourri. On t'a protégé. Et tu nous jettes tout comme ça? Élise restait plantée au milieu du couloir, ses yeux allant de ma mère à mon père, puis à la porte verrouillée derrière laquelle j'étais assise. Elle avait l'air de chercher une issue, une phrase magique, une manipulation déjà utilisée 1000 fois. Mais rien ne venait. Je crois que pour la première fois, elle a compris que sa version de l'histoire ne suffisait plus. Que la compassion automatique s'était fissurée. Que ses larmes ne fonctionnaient plus. Que son statut de « pauvre petite fille recueillie » ne la protégeait plus. Alors elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle se sent acculée, elle a tourné la tête brusquement, a reniflé avec mépris, et a murmuré. De toute façon, personne ne comprend rien ici. Puis elle a trébuché dans l'escalier, a pris son sac, et a claqué la porte d'entrée si fort que tout l'appartement en a vibré. Je suis resté dans le silence, le téléphone encore dans la main. Un silence étrange, froid, mais pas inquiétant. Un silence qui ressemblait presque à un début de paix. C'est ce soir-là que j'ai compris que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain de cette nuit impossible à oublier, Élise avait déjà disparu avant même que je descende prendre mon petit déjeuner. Sa chambre était en désordre, mais vide, pas une note, pas un mot, pas une excuse. Juste sa présence qui s'était évaporée, comme si elle espérait que partir sans affronter personne serait une forme de victoire. J'ai appris plus tard qu'elle avait emménagé chez une amie, une connaissance vague, rencontrée quelques mois plus tôt dans un bar. Une fille qui avait l'habitude d'accueillir les âmes errantes sans trop poser de questions. Une nouvelle scène pour Élise, un nouveau public. Le plus surprenant a été la réaction de ma sœur aînée, Charlotte. Elle avait 27 ans, travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements et vivait encore avec nous par intermittence. Elle s'est soudain rangée du côté d'Élise comme si une solidarité improvisée s'était révélée. Nous aussi, on en a assez de vivre avec une ado enceinte. La phrase m'avait frappé par son absurdité. Comme si ma grossesse, à elle seule, justifiait une fuite dramatique. Elles ont loué une petite chambre à deux. Deux adultes sans emploi stable, sans économie, sans projet. Une vie construite sur la réaction, jamais sur la direction. Pendant ce temps, ma vie à moi avançait. Pas vite. Pas brillamment. Mais avec une stabilité douce, presque silencieuse.
Le 10 septembre à 10h42, j'ai donné naissance à une petite fille de 3,9 kg. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'un verrou intérieur s'ouvrait, celui que des années de moquerie avaient installé dans ma poitrine. Elle respirait calmement, sans juger, sans exiger. Elle n'avait rien de toxique, rien de calculé. Elle existait. Et c'était suffisant. Nous l'avons appelée Marine. Je revois encore le visage de ma mère quand elle a entendu le prénom pour la première fois à la maternité. Elle a posé la main sur ma joue, les yeux humides, comme si ma fille venait de refermer une boucle familiale que personne n'avait su réparer avant moi. Peu après la naissance, j'ai emménagé avec mon copain, aujourd'hui mon fiancé. Un petit appartement lumineux, pas parfait, mais totalement à nous. Loin des cris, des manipulations, des compétitions absurdes. Loin des portes frappées au milieu de la nuit. Les premiers jours, j'avais encore des réflexes, je verrouillais la porte, je tendais l'oreille, j'écoutais si quelqu'un montait l'escalier. Mais personne ne venait. La paix, au début, me semblait presque bruyante. J'ai commencé ma formation d'infirmière quelques semaines plus tard. Un monde où l'on apprend à réparer les autres, ce qui, ironiquement, m'a appris comment me réparer moi-même. En parallèle, je me suis lancé dans une petite entreprise de design, d'abord quelques commandes, puis des clients réguliers. Je travaillais tard, souvent après avoir couché Marine, mais c'était un travail qui ne me dévorait pas, il me construisait. Pendant ce temps, chez mes parents, le calme était revenu comme une marée lente. Ma mère redécouvrait le silence, celui qui ne cache pas une tempête. Mon père ne sursautait plus dès qu'une porte claquait. Il vieillissait mieux, plus sereinement, comme si l'absence d'Élise leur rendait de l'espace, du temps, et même de la lucidité. De l'autre côté, Élise et Charlotte accumulaient les factures, les loyers en retard, les petits boulots abandonnés au bout de quelques semaines. Elles se disputaient, se réconciliaient, puis se disputaient à nouveau. Le chaos les suivait partout, non pas parce qu'elles étaient malchanceuses, mais parce qu'elles confondaient toujours liberté et irresponsabilité. Elles vivaient ensemble, mais chacune dans son propre drame personnel. Quant à moi, je ne marchais plus sur des œufs, je ne retenais plus mon souffle, je n'avais plus peur de dormir. Mon monde n'était pas devenu parfait, seulement vivable. Ce qui, après Élise, ressemblait déjà à un miracle. J'avançais, doucement, sans aucune envie de me retourner. Même aujourd'hui, il m'arrive de repenser à tout cela avec un pincement au cœur, pas une douleur vive, plutôt une cicatrice qu'on effleure du bout des doigts et qui rappelle simplement que l'on a survécu. Les visages, les cris, les humiliations d'Élise, les silences lourds de Charlotte, les nuits où je dormais en me faisant petite dans mon propre lit, tout cela flotte quelque part dans ma mémoire, comme des ombres qui n'ont plus vraiment de consistance. Je ne les nie pas, mais je ne les laisse plus diriger ma vie. Parce qu'un jour, j'ai fait un choix simple, presque naïf, celui de la paix. Pas la paix qui se négocie en s'écrasant. Pas celle qui exige de renoncer à soi-même. La paix authentique, celle qui commence par un mot difficile à prononcer, non. Ma fille, Marine, est mon soleil. Elle a une façon de regarder le monde qui me rappelle que tout peut recommencer, même après des années de chaos. Quand je la vois rire pour quelque chose d'aussi simple que la lumière qui traverse un rideau, je me dis que la vie n'a jamais été compliquée, ce sont les gens qui, parfois, la tordent jusqu'à la déformer. Avec elle, tout redevient clair. Je poursuis mes études d'infirmière, lentement mais sûrement. Chaque cours, chaque stage dans un service, chaque patient à qui j'apprends à changer un pansement, tout cela me construit de l'intérieur. Je découvre une force en moi que je ne soupçonnais pas. Une force qui ne vient pas de la confrontation, mais de la résilience calme. Mon entreprise de design, que j'ai lancée presque timidement, s'est mise à grandir. Une commande en a amené une autre. Puis une recommandation. Puis un partenariat. Rien d'explosif, rien de fulgurant. Juste une progression stable, solide, comme des fondations que je pose patiemment. Je savoure cette lenteur, ce contrôle, ce sentiment de bâtir quelque chose qui m'appartient à moi seul. Quant à mon fiancé, il est devenu un pilier doux et constant. Le genre d'homme qui n'a pas besoin d'élever la voix pour qu'on l'écoute. Il est présent sans envahir, attentif sans étouffer. Et chaque jour, il me rappelle ce que signifie une relation saine, pas l'absence totale de conflit, mais l'absence de peur. C'est la première fois de ma vie que je me sens aimé sans condition, sans comparaison, sans compétition. Mes parents, eux aussi, respirent mieux. Leur maison n'est plus un champ de bataille émotionnelle. Ils vieillissent dans un calme qu'ils n'avaient plus connu depuis longtemps.
Ma mère peut enfin se préparer un café sans craindre qu'une tempête n'éclate à la moindre parole mal interprétée. Mon père ne surveille plus les sons dans le couloir, comme s'il s'attendait à ce qu'un nouvel incident vienne troubler leur quotidien. Ce silence-là est un cadeau. Je n'ai plus de contact avec ma sœur, ni avec Élise. Ce n'est pas une vengeance, ni une punition. C'est une frontière. Je ne les ai pas invités à ma baby shower, ni aux anniversaires de Marine, ni à nos repas de famille. Pas parce que je veux effacer leur existence, mais parce que je refuse d'offrir à ma fille une vie où l'instabilité serait normale, où les humiliations seraient déguisées en plaisanterie, où la rivalité serait présentée comme une preuve d'amour. Je me protège, et je protège mon enfant. C'est devenu non seulement un droit, mais un devoir. Parfois, certaines personnes de la famille disent: tu pourrais faire un effort, c'est la famille. Je réponds calmement: la famille, ce n'est pas un lien de sang. C'est un lien de sécurité. Et depuis que j'ai compris cela, je n'ai plus jamais cherché à faire rentrer Élise ou Charlotte dans une définition qui ne leur correspondait pas. Ma guérison n'a pas été spectaculaire. Elle n'a pas été filmée, racontée sur Instagram, applaudie par une foule. Elle s'est faite dans des petits gestes, fermer ma porte sans trembler. Dire non sans me justifier. Choisir mes projets sans demander la validation de quelqu'un d'autre. Mettre du parfum en me regardant dans le miroir et en pensant, simplement, c'est suffisant. Aujourd'hui, je me sens en sécurité, aimée, heureuse et surtout libre. Libre de vivre sans me mesurer à quelqu'un d'autre. Libre de respirer sans me demander qui je dérange. Libre de choisir ma paix plutôt que leur drame. Et la morale, finalement, tient en une seule phrase, que je me répète comme une prière douce. Choisis toujours la paix. Pas le drame. Même si le drame porte ton nom de famille.